Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire d'une série euh, dans laquelle nous discuterons de la cybersécurité, de ses enjeux, de ses techniques, de ses solutions, et où nous échangerons avec des experts et des entreprises. Donc, c'est le premier webinaire. On sera très content d'avoir votre avis à la fin du webinaire et merci beaucoup de votre participation. Donc, avec moi aujourd'hui pour discuter du sujet, Frédéric Costa. Certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est le fondateur de Zero Trust, expert en cybersécurité. Et Yanis Martin, qui est un expert en intelligence artificielle, professeur associé, conférencier et consultant. Donc Yanis a passé des vacances studieuses à préparer un livre sur l'intelligence artificielle. Il pourra nous en dire quelques mots. Et je sais qu'il attend la rentrée pour lancer et mettre la dernière main à son livre. Donc moi, je suis Isabelle Elamtedgui, directrice commerciale de Zero Trust. Et je vais prendre aujourd'hui le rôle de la personne curieuse, le rôle du prospect, qui peut déjà avoir une expertise en intelligence artificielle ou pas, mais qui veut en tout cas savoir ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle pour lui, comment ça peut l'aider, lui, sa direction, son entreprise, et surtout quels sont les risques et comment bien la choisir et bien l'utiliser et en tirer le meilleur. Donc, je vais poser des questions dans ce sens à nos deux experts et j'attends de vous de poser aussi toutes les questions. On a réservé 15 minutes à la fin du webinaire pour toutes vos questions. Donc, le chat est ouvert et n'hésitez pas à poser ces questions. Donc, pourquoi ce sujet? Pourquoi ce webinaire? Eh bien, parce que, comme vous, on voit de plus en plus passer de solutions de cybersécurité qui se disent boostées à l'IA. Et certains éditeurs en parlent comme d'un miracle qui vient tout résoudre. Alors, on voulait se poser la question. Nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ce miracle. On connaît l'intelligence artificielle, on connaît les difficultés, on connaît les atouts et on connaît les risques. Et c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que c'est vraiment utile? Comment choisir une bonne solution? Donc, Frédéric, Yanis, un premier mot sur l'intelligence artificielle. Fred, peut-être? Et puis ensuite, Yanis. L'intelligence artificielle, je pense qu'on en entend tous parler depuis de nombreux mois, avec tout ce qui se passe sur les ChatGPT, etc. Effectivement, l'intelligence artificielle permet d'automatiser un certain nombre de détections au niveau cybersécurité, comme on le voit aujourd'hui, hein. Avec donc des apports côté détection, mais aussi pour le coup des apports au côté attaquant. Donc on pourra développer cette partie-là, bien entendu, tout au long du webinaire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle par rapport à nos métiers au niveau cyber, ça va nous aider à cibler beaucoup plus précisément des activités, on va dire, à signaux faibles, à base de signaux faibles. Et pour pouvoir être efficace aujourd'hui, il y a un petit peu un miroir aux alouettes, hein, notamment sur la partie éditeur, qui mettent vraiment en avant cette partie IA où l'humain, il n'est plus forcément nécessaire pour pouvoir, je veux dire, comprendre ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, depuis très longtemps, on a compris que l'humain devait être associé à l'IA et était indissociable. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'analyse optimisée, hein, on le verra tout à l'heure. Mais pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut absolument avoir un humain qui soit formé à la compréhension de ce qu'il constate en termes de détection, et puis surtout aussi avoir les bonnes pratiques pour pouvoir mener des investigations complémentaires. Parce que l'IA aujourd'hui, si on n'a pas les capacités pour pouvoir compléter l'investigation faite par de l'IA, c'est problématique. Et on peut très bien avoir des faux positifs qui sont interprétés comme des vrais positifs, donc des vrais incidents de sécurité. Et un faux incident de sécurité va monopoliser une activité humaine inutilement. Donc ça, c'est un point important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yanis. C'est ce qu'on va développer dans tout le webinaire. Donc oui, Yanis, ta phrase pour commencer.
Alors, phrase ou en fait, petite liste d'informations, en fait, c'est pour justement resituer sur ce que tu as précisé, Fred. Je te remercie du lien. Je reviens sur le livre en fait que je suis en train d'essayer d'écrire aujourd'hui. C'est plutôt des questions éthiques en fait. Donc l'approche que j'ai est plus finalement philosophique que vraiment sur l'aspect purement cybersécurité, bien qu'il y ait la partie réglementation. Pour clarifier, en fait, aujourd'hui, m'intéresse beaucoup la question justement relative à l'IA. Et en fait, ça oblige malheureusement à revenir un peu dans le passé et en fait se rappeler que l'IA, en fait, tel que ça a été défini à la base, c'est un domaine d'informatique. C'est juste une partie de l'informatique. Et souvent, on a tendance, en fait, à imaginer, comme tu disais, le côté un peu mirifique, magique, en fait, d'un nouvel outil qui arrive et qui a un petit peu tout révolutionné. Non, en fait, l'IA est simplement une suite d'évolutions techniques qui datent maintenant des années 40, 50 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, il y a une petite, je dirais, définition que j'aime bien, que j'avais retrouvée simplement pour avoir un truc un peu plus appuyé aujourd'hui, développé par Mavilyn Minsky, qui faisait partie du cercle de Dartmouth, donc fait conférence des gens qui ont à peu près structuré la démarche de l'IA. Ça existait avant avec les machines de Turing, etc. Mais ça a été vraiment le fait de dire l'IA est la science de programmer des ordinateurs pour qu'ils réalisent les tâches qui nécessitent de l'intelligence lorsqu'elles sont réalisées par des êtres humains. Donc, c'est pas se substituer à l'humain, c'est en fait simplement remplacer potentiellement des tâches qui nécessitent de l'intelligence, qui n'ont peut-être pas forcément de, comment je pourrais dire, de nécessité au sens en fait intéressante du terme. Et donc, tout l'intérêt, ce que tu as précisé à l'instant de l'IA, c'est de se dire à un instant donné, l'IA a besoin de l'humain. Parce qu'il peut halluciner, il faut qu'il y ait une supervision humaine qui est justement une sorte de cohabitation entre les deux. Et là où justement aujourd'hui on commence à avoir toute une sorte de langage un petit peu marketing en l'occurrence, qui en fait amène en fait un sorte de grand remplacement de l'homme, etc. Non, non, c'est vraiment le fait juste pour synthétiser qu'il y a aujourd'hui un outil qui a des capacités d'appréhension, en l'occurrence alors pas du monde, mais en tout cas de certaines tâches, qui en fait réfléchit un petit peu, ou en tout cas une démarche un petit peu proche de l'aspect cognitif humain. Et pour bien comprendre, on a admis dans l'attente de recherche en fait à l'époque sur l'IA, et je terminerai sur cette synthèse, qu'on n'arrivait pas à expliquer le fonctionnement humain. Cette machine nous a aidé à développer justement des capacités de compréhension. Et aujourd'hui, tout l'intérêt, notamment pour la cybersécurité, c'est de se dire qu'il y a d'un côté des comportements qu'on peut trouver, qui peuvent être justement des remplacements, des enrichissements de l'humain. Et tout l'intérêt de l'IA aujourd'hui, c'est d'arriver à faire cette espèce, je dirais, d'ajout, en l'occurrence, de compétences ou de savoir qu'on a si on n'avait pas, en l'occurrence, simplement ces outils. Tout à fait d'accord, oui. Parfait. Alors, on va passer à la question comment l'IA peut-elle nous aider à se protéger? On rentre dans le vif du sujet. Donc, comment, d'un côté, l'IA est un risque, mais d'un autre côté, elle peut nous aider. Pouvez-vous nous dire, Yanis, Frédéric, comment c'est possible? Comment on peut différencier le risque de l'aide que l'on peut obtenir de l'IA? Yanis, peut-être? Yanis, peut-être, non? Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Moi, ce que j'observe en fait de ma faible expérience, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est un peu compliqué, pour pas dire complexe, avec des infrastructures qui ont énormément développé, des interconnexions qui sont faites partout, des entreprises qui sont multisites, avec de l'information en fait qui transite un peu partout. Et des interactions, en l'occurrence, qu'il peut y avoir, certes en interne, mais aussi à l'extérieur en machine, en rajoutant fatalement la complexité externe, exogène, des attaques notamment d'hackers ou enfin, d'entreprises étatiques, etc. Donc, si on regarde toute la complexité qu'il peut y avoir aujourd'hui, il devient très difficile d'avoir une vue précise de son SI. L'exemple qu'on avait un peu échangé dans la préparation de ce texte, c'était en fait le fait de se dire aujourd'hui, on a aujourd'hui des sondes par exemple de sécurité, IDS, IPS, qui permettent simplement de calculer, de voir ce qui se passe sur les trames, voir le cas échéant de les bloquer. Et en l'occurrence, si on se retrouve dans des systèmes qui surpassent en fait nos capacités de supervision, une fois de plus en tant qu'humain, ça devient très très difficile d'arriver à suivre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, si on en rajoute en fait à la complexification en fait des flux d'informations, je ne vais pas vous développer de tout ce qu'il y a autour, notamment du deepfake, des fake news, etc., qui sont développés, on se retrouve dans un système où non seulement nous devons nous équiper, parce qu'en face, il y a aussi des attaquants qui en fait, eux, sont en train de prendre un train d'avance sur ces outils-là. Donc aujourd'hui, l'idée de se dire que on se retrouve confronté à une organisation qui aujourd'hui est dans un monde en pleine effervescence, avec des gens qui vont s'emparer très tôt de certaines typologies de technologies. Et en fait, savoir comment aider une application, une entreprise, ou en tout cas une infrastructure à se protéger, c'est à minima avoir en fait la capacité
d'avoir les mêmes outils que les personnes qui sont en face et qui peuvent en fait en profiter. Dernier point, et là je partirai sur la notion de dissuasion, c'est le fait de se dire que dès lors qu'en fait on s'aperçoit qu'en face il y a des forces assez importantes, qui peuvent être, je répétais tout à l'heure, de l'ordre du hacking, en l'occurrence pour des petites entités, plus importantes en fait, et on le voit aujourd'hui sur les soucis géopolitiques des entreprises qui ont des moyens énormes d'attaque, en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a tout un espèce de travail aujourd'hui sur le fait de changer la réalité, créer en fait ce qu'on qualifie de puissance du faux, et tout le travail aujourd'hui justement de ces outils d'IA, notamment pour une entreprise, c'est le fait de se dire que dans ce contexte un petit peu changeant, retrouver en fait une sorte de véracité dans ces informations en interne et surtout dans le rapport de l'entreprise avec l'extérieur devient primordial. Oui, alors je vais rebondir sur ce que tu dis, Yanis, hein. Aujourd'hui, par rapport à l'IA, comme tu l'as dit, les assaillants utilisent l'IA de manière massive et nous, on le voit en termes d'accélération depuis 2 ans. Et par rapport justement à cette accélération, aujourd'hui, au niveau défense, on est obligé d'avoir des systèmes d'IA qui permettent de détecter justement sur une masse très importante de données des activités qui sont anormales. Et aujourd'hui, il y a 2 niveaux d'activité. Il y a les activités techniques qui peuvent mettre en avant justement une compromission, mais il y a aussi les activités métiers de fraude, donc soit fraude externe, soit de fraude interne, qu'il faut aussi traiter. Aujourd'hui, si on s'intéresse juste à la partie technique, on va louper tout un tas de choses. Au niveau défense, par rapport à ça, donc l'IA va nous aider à vraiment à traiter en masse des données. Mais au niveau attaquant aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une accélération, je vais dire, des systèmes d'attaque. Alors quand je dis système d'attaque, hein, c'est de l'humain plus de logiciel. Et je vais donner des exemples qui vont vous parler. Tout le monde connaît l'attaque au Forib. Donc l'attaque au Forib, c'est quoi? C'est il y a 2 ans, c'était j'envoyais un mail en me faisant passer pour un collaborateur qui contenait un RIB et je demandais à ma RH de faire le changement de RIB pour faire le virement. D'accord? Donc il y a 2 ans et plus, ça marchait. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, ça marche de moins en moins, voire pas du tout. Et donc le système d'IA aujourd'hui va booster complètement l'attaque, le système d'attaque à différents niveaux. Donc d'une part, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les assaillants vont cartographier complètement l'organisation d'une société avec les acteurs clés, d'accord? Et on va identifier qui c'est le RH, qui c'est le DAF, qui sont les directeurs d'entités, etc. Et à partir de là, on va avoir des attaques ciblées sur ces personnes. Donc on passe d'un modèle où on avait des attaques en masse à un modèle où on a des attaques ciblées. Ces attaques ciblées vont avoir pour objectif de compromettre des comptes, donc par rapport à l'organisation. Donc prenons l'exemple d'un directeur d'entité, d'accord? Et puis là, je vais vous décrire des attaques que nous, on voit aujourd'hui chez nos clients. Qui sont boostés à l'IA. Boosté à l'IA, une attaque au Forib, c'est quoi? C'est qu'une fois que le système d'attaque a identifié les acteurs clés, on va compromettre par exemple le compte au 365 d'un directeur d'entité par des moyens divers. Ça peut être du phishing, une biote un téléphone mobile en biote qui va être piégé, par exemple. Et donc le compte va être compromis. L'attaque va rester la même. Je vais envoyer un mail à la RH avec par rapport à ça, le collaborateur qui envoie le mail au niveau du nom-prénom, c'est quelqu'un qui est chez le directeur où la boîte aux lettres, enfin où le compte a été compromis. Et la RH va recevoir le mail et par exemple va demander au directeur, tiens, j'ai eu une demande de changement de RIB de tel collaborateur, t'en as entendu parler, est-ce que c'est OK? Le directeur va répondre OK. Eh ben, aujourd'hui, cette réponse OK, elle est faite par le système d'attaque, parce que le système d'attaque analyse les mails reçus au niveau de la boîte compromise et va répondre automatiquement à la RH. Et donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est boosté par l'IA, avec en plus, alors je ne l'ai pas précisé, mais au niveau orthographique, on a des mails qui sont écrits de manière irréprochable. Et donc ça introduit encore plus la confiance au niveau des acteurs qui vont rentrer dans le piège. Voilà. Le niveau de maturité des entreprises est encore faible. Donc tout ce que dit Frédéric là est vraiment en développement et il faut absolument que les entreprises montent dans leur niveau de maturité pour pouvoir éviter les pièges de l'IA. Donc, on va faire un petit focus sur les pièges de l'IA en cybersécurité.
Frédéric, tu veux peut-être nous dire quels sont ces pièges et comment on peut s'y prévenir? Alors, j'ai un peu introduit, divulgaché en introduction le sujet. Donc, le piège qui est vendu aujourd'hui par tous les éditeurs et matraqué avec énormément de marketing, hein, c'est l'IA va traiter vos incidents de sécurité de manière efficace sans que vous ayez vraiment, je vais dire, des compétences en interne pour pouvoir justement suivre cette activité. Donc ça, aujourd'hui, c'est complètement faux, hein. Les sociétés qui sont rentrées dans ce cycle un peu hystérique, eh ben, au bout de 2 ans, elles constatent que, bah, elles ont un problème. Soit elles ont complètement, en fin de compte, occulté la détection avec des règles qui vont supprimer les alertes, parce que ça devient insupportable, pour le coup. Ça devient insupportable aussi, pourquoi? Parce que les IA qui sont aujourd'hui développées par les éditeurs, majoritairement, elles vont apprendre sur des données qui vous appartiennent. Donc, elles vont apprendre des activités qui ne sont pas forcément, on va dire, correctes, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça va avoir pour conséquence une génération très forte de faux positifs. Alors, peut-être que vous en avez vu, hein, par exemple, des solutions, enfin, au niveau d'air. Un exemple de faux positif qui est classique, c'est tout ce qui est mis à jour remonte systématiquement en incident de sécurité, et donc ça, c'est pas possible, etc., etc. Donc, de croire que l'IA, en fin de compte, va complètement traiter votre sujet, c'est pas possible. Il faut absolument avoir une équipe, soit interne, organisée, donc avec les moyens adéquats, hein. Donc, des sociétés qui pensent que, par exemple, leurs collaborateurs en interne de la DSI qui font à la fois du projet, à la fois du récurrent, ben, elles pourront aussi traiter des incidents de sécurité. Ça, c'est compliqué, c'est impossible aujourd'hui. Par rapport au fait que les attaques, en plus, elles deviennent de plus en plus complexes. Et donc, ça nécessite vraiment des personnes qui soient dédiées sur ce sujet-là. D'autres sociétés ont compris que bah, le sujet devait être justement traité de manière externe pour avoir justement les compétences nécessaires, des experts adaptés pour répondre justement en continu aux incidents de sécurité. Et donc le piège vraiment aujourd'hui que l'on rencontre chez beaucoup de clients, c'est bah, je mets en place des systèmes à base d'IA qui sont des systèmes silos, hein, donc qui vont traiter sur une verticalité une problématique. Par exemple, j'ai parlé de l'EDR. Ça peut être des activités sur un firewall, des activités applicatives, mais ces solutions elles ne discutent pas les unes par rapport aux autres. Et donc, vous allez devoir gérer énormément d'incidents pour pouvoir peut-être détecter un vrai positif. Et c'est ça aussi la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, en fin de compte, c'est que les assaillants attaquent sur des larges fenêtres de temps, donc plusieurs jours, voire des mois sur les systèmes on-premise. J'en discutais tout à l'heure avec un client, il était d'accord avec moi pour le coup. Et donc, par rapport à ça, cette visibilité sur une large fenêtre de temps, aujourd'hui, les systèmes qui sont, à base d'IA éditeur, elles sont au mieux sur 90 jours. Et sur 90 jours, aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de fenêtres parce que les assaillants le savent et ils vont jouer sur cet aspect temps pour justement vous leurrer. Voilà. Très bien. Yanis, je pense que toi, tu es aussi d'accord qu'il ne faut pas se fier à l'IA les yeux fermés. Alors, Est-ce que c'est pas. tu peux nous donner ton point de vue là-dessus et quels sont les pièges à éviter? Bah alors déjà, je te remercie Fred. Moi, je vais partir sur un aspect plus peut-être macro en fait qu'à proprement la cybersécurité. J'y reviens. En introduction, en fait, j'ai eu la chance il y a quelques temps de participer à un sujet où une conférence assez drôle, le DevOps Day de Genève, où en fait on s'était un petit peu moqué de certains grands experts qui étaient des experts coach agile, qui sont devenus des experts coach DevOps et qui sont aujourd'hui devenus des grands experts en machine learning, en IA depuis étonnamment 2 ans en fait. En l'occurrence, l'arrivée de ChatGPT. Et ce qui est très intéressant là-dedans, je trouve, c'est l'aspect qu'il y a tout un tas de promesses aujourd'hui qui sont en lien avec la cybersécurité, l'IA et plus largement tout ce qu'on va faire, etc. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne par rapport à ça, et c'est pas que l'aspect entreprise, hein, c'est plus largement sur la société, on a en fait une frange de la population qui utilise l'IA comme coach, comme compagnon, avec tout un tas de choses, tout un tas d'informations qui vont passer à l'intérieur sans se rendre compte de ce qu'il peut y avoir en impact à l'intérieur. Et les pratiques personnelles, des fois, malheureusement, en fait, se retrouvent aussi dans le monde professionnel avec des gens qui gardent finalement ces mêmes réflexes.
Deuxième point, et ça je trouve ça aussi intéressant, beaucoup d'entreprises se lancent dans des projets d'IA en disant il faut qu'on mette de l'IA, il faut qu'on mette de l'IA, souvent génératif d'ailleurs, en disant qu'il faut qu'on le fasse, sinon on va être perdu, et puis voilà. On va être en retard. On va être en Voilà, retard. tout à fait. Mais il va y avoir en fait tout un tas de choses pour terminer là-dessus qui voilà, mettent en avant le fait que l'IA, en fait, pour faire simple, ne peut pas se reposer sur des choses et n'apportera pas forcément la productivité attente. Donc ça, juste pour terminer, l'histoire du paradoxe de Solow, mentionnant le fait que voilà, c'est pas parce qu'une nouvelle activité arrive qui est là-dessus. Donc si on revient juste sur la partie sécurité, beaucoup de problèmes aujourd'hui émergent dans des entreprises qui vont mettre en place des outils. C'est là où je rejoins ce que tu disais, Fred, en disant en fait à un moment donné, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais on oublie le fait que ce qui fait que fonctionne une entreprise, c'est une culture, une organisation et tout ce qui va bien derrière. En conclusion, c'est pas parce qu'on va mettre des outils On va qu'on va être parler de la DevOps. GRC tout de Voilà, suite. tout à fait. Suite après. Mais ça, en fait, Ouais. c'est vraiment une introduction pour bien mentionner le fait que le piège qu'on reverra derrière en GRC, mais vraiment dans ce contexte, c'est si une organisation n'a pas elle-même en fait une vue de sa culture et de son organisation, on parle à GRC après, l'IA ne se substituera pas à ça. C'est juste en fait le point pour moi en fait où justement je mets ça en lumière, comme disait à l'instant Fred, avec cet aspect. En fait, on pense que l'IA va devenir une solution qui répond à tous les besoins. Non, ça répondra à des besoins spécifiques. Bien. On arrive justement à la GRC. Donc Yanis, peut-être tu peux nous dire comment tu vois l'évolution de la GRC et surtout son importance pour bien monitorer l'IA dans nos systèmes. Ah bah écoute, avec grand plaisir, parce que c'est un peu justement mon sujet critique depuis quelques temps maintenant. Donc je vous renvoie sur tous les guides qui peuvent exister, notamment l'ANSSI, je pense à des choses comme EbioCRM sur de l'analyse de risque, avec ces espèces de niveaux réglementaires. Il y a une petite pyramide que je vous conseille pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet, de s'intéresser au niveau de base d'hygiène, cadre réglementé, qui peut tendre vers un système un peu normatif, et d'aller vraiment vers une vraie analyse des risques. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, je travaille sur de nombreux sujets avec un petit peu les mêmes constats, des entreprises qui réfléchissent au fait de mettre un outil avec cette espèce d'opportunité effervescente dans lequel tout le monde veut se positionner. En revanche, en fait, on ne se rend pas compte à un moment donné de c'est quoi la valeur de mon entreprise. Quelles sont en fait ma structure, c'est quoi les processus, quels sont en fait le capital finalement humain sur lequel je peux me reposer, les connaissances, le savoir, etc. Et ça, c'est souvent mis de côté. Donc en fait, situation que j'aime bien mettre en place avec les clients avec lesquels je travaille, c'est un peu ce principe de root cause, en revenant un petit peu à la base, en disant finalement on travaille dans une activité, pourquoi Donc j'avais cité, quand on avait discuté au préalable avec Fred et Isabelle sur la notion de Simon Sinek qui dit Start with why, on a besoin de savoir comment fonctionne l'entreprise et à partir de là, on saura comment justement se protéger et dans une autre mesure, quoi protéger. Et là où ça devient justement pour moi hyper intéressant, c'est que si on commence aujourd'hui à analyser beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qui crée de la valeur business? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise survive? Et bien en fait, faute d'investissement, de moyens, ce qu'on veut derrière, ben en fait, on considère qu'on va mettre en place une PSSI parce qu'il en faut une, mais on ne répond pas à l'intérêt qu'il y a d'avoir une PSSI sur place. De même pour les responsabilités, le RSSI, SMSI, etc. Et là, on se retrouve dans une entreprise où, malheureusement, je reviens pour moi, l'IA ne pourra pas, une fois de plus, se substituer à l'homme. Et en fait, si on n'a pas à la base un bon fonctionnement structuré autour d'une bonne apprise GRC, c'est-à-dire une GRC qui n'est pas admise, pas comprise, l'IA ne servira à rien, sinon pas grand-chose. On va dire un petit peu un sparadrap sur une jambe de bois. En revanche, pour des entreprises qui ont mis justement tout un tas d'outils nécessaires à la captation des incidents, la transformation justement de ça en peut-être incident à problème, de comprendre comment est-ce qu'il y a des récurrences qui arrivent, là, l'IA devient un très très bon outil justement de supervision, qu'on pourrait qualifier peut-être de SOC, qui une fois de plus donnera des alertes et derrière, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour animer ce qui va être dit. Donc, je reviens moi sur cette notion de GRC. Pour moi, la gestion des risques devient en fait améliorée ou en tout cas facilitée par le fait d'avoir de l'IA qui devient un outil de la décision puissant qui peut des fois, dans certains cas de figure, se substituer à des prises de décision à des moments où on n'est pas là, pas présent, typiquement en HOHNO, mais en tout cas qui devient un outil qui vraiment permet par l'agrégation de data de piloter son SI correctement et d'avoir tout le système d'alerting qui soit remonté à son juste niveau de valeur. Donc la GRC est de plus en plus importante. Exactement. C'est même primordial. Alors, je vais rajouter quelques mots. Ton avis, oui. Ouais, alors mon avis, nous aujourd'hui au niveau terrain, on est confronté à l'usage de l'IA au niveau des sociétés dans lesquelles nous intervenons, à différents niveaux, bien sûr au niveau cyber, et aussi au niveau des métiers, avec toujours un train de retard au niveau de la direction générale. Donc les métiers vont lancer des projets sur de l'IA, hein, que ce soit la DSI ou les métiers comment dire, fonctionnels de la société, avec des projets avec de l'IA qui est inséré directement dans les processus au niveau des sociétés. Et aujourd'hui, nos clients nous demandent comment identifier l'usage de l'IA au niveau du SOC par rapport aux données qui sont comment dire, exportées dans ces services
on va dire, Internet à base d'IA, donc DeepSeek, ChatGPT et autres, et comment analyser en fin de compte et pouvoir bloquer les données qui vont être envoyées. Donc aujourd'hui, on voit que nos clients sont sensibilisés à ça, mais ils ont pour le coup un train de retard, parce que dès que le métier, en fin de compte, prend les devants, la DSI court après les métiers et on sait tous que c'est pas satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment un enjeu réel au niveau des sociétés. Et donc nous, on les accompagne, en tout cas au niveau conseil sur la partie SOC que nous faisons, sur tout l'accompagnement qui doit être fait au niveau gouvernance, avec une charte IA, la définition d'une charte IA au niveau de la société. Et tous les projets d'IA, enfin tous les projets qui intègrent de l'IA doivent être remontés à la direction générale pour validation. Parce que, par exemple, on va se rendre compte que des métiers vont utiliser une IA qui n'est pas du tout, on va dire, raccord par rapport à l'EU AI Act, donc qui est les exigences européennes au niveau de l'usage de l'IA, et on va avoir des systèmes qui sont hébergés dans des zones non européennes et qui manipulent des données à caractère personnel, par exemple. Donc là, on enfreint complètement le RGPD. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, quand on dit qu'une solution de sécurité intègre de l'IA, comment on peut faire pour juger si cette IA est efficace ou pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple gadget et une vraie solution efficace? Ok. Ed, peut-être? Tu commences? Alors, sur la partie efficacité d'une IA au niveau de ses usages, on est bien d'accord, hein. Comment est-ce qu'elle est entraînée? Ça, c'est un point fondamental, l'entraînement d'une IA. Moi, je fais de l'IA depuis 93, donc au niveau calcul. Et déjà à cette époque-là, on avait compris que les données qui devaient être utilisées, ce n'étaient pas des données, on va dire, clients, c'était des données qui étaient modélisées. Et donc aujourd'hui, un bon système d'IA doit utiliser des données qui sont maîtrisées et qui ne sont pas des données opérationnelles avec tout un tas de bruits qui vont la perturber. C'est d'être capable d'expliquer la décision, comme me disait Yanis tout à l'heure, hein. Si on n'est pas en mesure, en fin de compte, de dire pourquoi est-ce que l'IA me dit d'aller à droite et qu'elle ne me dit pas d'aller à gauche, si on suit en fin de compte ces décisions sans prise de recul, ça va conduire à des catastrophes. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit associer par rapport à une décision ou un état remonté par une IA, on doit y associer la validation humaine, et ça, c'est obligatoire. Et enfin, une IA performante, elle ne se contente pas forcément de tout bloquer, hein, au niveau cyber. Elle doit justement donner des justifications. Donc nous, on appelle ça observable au niveau des incidents qui sont remontés, pour pouvoir justement analyser l'orientation qui est donnée par rapport à l'analyse de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Yanis, Très bien. tu veux compléter? Yanis? Ouais. Bah, en fait, pas forcément beaucoup de choses à rajouter, en gros, mais je te rejoins sur le fait de dire qu'à un moment donné, c'est pas en fait, parce qu'une fois de plus, l'IA, c'est plutôt un domaine dans lequel il existe différentes typologies d'applications. Donc en fait, c'est pas l'IA qui résout tout, c'est une IA spécifique qu'on va mettre sur un service, une tâche donnée qui va répondre justement à un besoin donné. Et je reprécise un truc, et je vais un peu plus loin que ce que tu as dit sur le sujet notamment de quels sont les jeux d'entraînement, qu'est-ce qui a été fait sur place. Et là, je suis désolé, je vais utiliser un mot barbare, hein, mais bon, il faut bien en sortir de temps en temps. C'est la notion de data gouvernance. C'est qui aujourd'hui justement a structuré en fait une véritable catégorisation de ces informations. Une fois de plus, je reviens sur la notion de vecteur, d'actif informationnel, en l'occurrence d'une part. Hop. Excusez-moi. Deuxième aspect sur le fait de dire qu'une fois qu'on a justement mis en place ce genre de choses, qu'on a ces jeux de données, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les exploite et quels sont les processus qu'on met en place derrière. Donc je reviens un peu sur ces systèmes de GRC pour continuer un peu dans la filiation tout à l'heure. Il existe plein de systèmes normatifs, je pense notamment à l'ISO 27001, etc., où on parle de journalisation de logs, de puits de logs, etc., où il faut justement arriver à avoir justement une gestion des événements. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille et que je préaudite en l'occurrence, alors je ne dirais pas qu'elles sont pas équipé du tout en matière de puits de log, mais c'est souvent très imparfait et pas forcément mis à plat, en fait, correctement, structuré de manière correcte, avec souvent des briques d'informations qui sont un petit peu structurées partout. Donc, conclusion, moi de mon côté en tout cas, c'est de se dire que deux aspects. Un, c'est quelles sont les informations primordiales, parce qu'on peut parler en effet de RGPD, évidemment que c'est important pour se protéger une fois de plus d'une loi, mais il faut aussi avoir une réflexion plus approfondie de
comment faisons-nous pour nous améliorer vraiment en fonction du recueil d'informations qu'on a à disposition? Et là, ça devient vraiment une démarche qui devient plus intéressante parce qu'on pourra benchmarker un ensemble de solutions par rapport aux différents besoins qu'on a, alors que si on a, je reviens sur l'abandon de beaucoup d'activités aujourd'hui en matière d'investissement en IA, des informations qui sont parcellaires, pas forcément justes, comme tu le disais en plus avec aujourd'hui tout un tas de problématiques liées à des réglementations, mais on en viendra un peu plus loin en vigueur. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc pour moi, une IA performante en cybersécurité sera aussi tributaire de la performance d'une entreprise. Et une fois qu'on aura justement une entreprise qui aura appréhendé correctement ce qu'il y a chez elle, je reviens sur la notion de données, elle pourra configurer correctement les outils qu'elle aura à disposition. Absolument d'accord. La notion de données, de puits de log, comme tu le disais, et surtout d'étendue, en fin de compte, des données qui sont analysées. Si on se concentre que sur, par exemple, des échanges de mails, eh ben, on va passer à côté de tout un tas de signaux faibles d'attaque. Bien sûr. Si on ne tient pas compte des activités globales des services au niveau du cloud liés à l'utilisateur, de ses accès VPN, de l'usage de son poste, etc. Et donc, effectivement, c'est une globalité qu'il faut traiter et pas simplement, encore une fois, une verticalité Bien sûr. sur un système donné. Absolument Fait. d'accord. Alors, passons concrètement au choix d'une solution. Si demain, je veux m'équiper d'une solution qui inclut de l'IA dans le SOC, par exemple, sur quels critères dois-je me baser? Est-ce qu'on a des checklists qui nous permettent de faire le bon choix ou en tout cas de vérifier qu'on a exhaustivement passé en revue tout ce qui est important? Frédéric, peut-être? Alors, oui, alors, effectivement, il y a une checklist qui est alignée, bien sûr, sur les aspects, les aspects légaux, hein, que je vais un tout petit peu développer. Donc déjà, premièrement, c'est l'étendue de la couverture. Il faut absolument quelque chose qui couvre, comme je l'ai dit, un système large du SI et pas simplement des franges. Parce que si on commence à avoir des franges, la conséquence de ça, c'est que ça va générer énormément de faux positifs. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Je refais le pendant sur l'ODR que tout le monde connaît, hein, je pense. Un ODR génère énormément de faux positifs. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ce qui se passe dans sa globalité. Donc il faut collecter de manière transverse à la fois les activités au niveau des clouds publics, parce qu'aujourd'hui, 90% des attaques vont passer, par exemple, au niveau de la chaîne d'attaque, vont passer par Office 365. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas ignorer. C'est très, très important. D'accord? Ensuite, il y a le niveau de détection. Il faut une détection qui va s'appuyer sur des signaux faibles. Alors, je vais insister, c'est quoi un signal faible? Les solutions éditeurs vont remonter des événements, mais comme ces événements sont générés par des solutions éditeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les assaillants s'entraînent pour justement pas faire sonner les solutions éditeurs. Nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui par rapport aux attaques. Il faut avoir d'autres éléments, d'autres événements qui vont compléter en fin de compte l'activité. Donc, il ne faut pas simplement s'appuyer sur des événements qui sont issus du firewall, des événements qui sont issus de l'EDR. Il faut des événements qui sont issus de l'ensemble de l'activité de vos systèmes et pas simplement sur des franges particulières, parce que si on fait des franges particulières, on va avoir des angles morts. C'est d'avoir un accompagnement humain. Donc ça, j'insiste. Alors, humain, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont vous dire que vous pouvez avoir accès à de l'humain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes sur des plaques internationales avec des supports internationaux, et concrètement, c'est juste du marketing de dire qu'il y a l'humain. Non, des humains, c'est des personnes qui comprennent vos problématiques, qui comprennent votre activité, et ça, c'est fondamental. Sinon, si on ne comprend pas votre activité, si on ne met pas en place des politiques particulières au niveau de vos usages, il y a énormément de faux positifs. C'est d'avoir un déploiement rapide. Donc un déploiement rapide, c'est quelque chose qui se juge en quelques heures sur du cloud et quelques jours, voire quelques semaines sur des SI complexes, sur du on-premise. Ça, c'est un élément déterminant. Alors, déploiement rapide sans angle mort, hein. Si on déploie que sur du firewall et l'EDR, là, on peut tomber sur des déploiements à 2 heures. D'accord? Là, ce que je dis, c'est vraiment de prendre le sujet dans son intégralité. C'est aussi de comprendre et avoir une transparence au niveau de l'IA et ce qu'elle remonte en termes de décision. Donc, beaucoup de systèmes de détection vont dire qu'il y a l'IA, vous remontent des alertes, mais vous savez pas ce que ça va remonter réellement. Ça, c'est un vrai piège pour le coup, parce que si vous comprenez pas ce que fait le système, eh ben, vous pouvez pas déterminer ce qu'elle va vous remonter comme détection, enfin comme incident. Et enfin, la souveraineté, la partie légale, souveraineté au niveau des données, hein, c'est de plus en plus vrai avec tout ce qui se passe actuellement. Avoir une localisation en France ou au pire en Europe sur des acteurs qui sont européens, c'est extrêmement important.
d'accord, pour justement préserver la souveraineté de votre système d'information. Voilà. Donc là, c'est les boîtes à cocher donc, que vous devez avoir. Yanis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Bah, sur la partie technique, pas tant, parce que je pense j'ai pas forcément plus de valeur ajoutée que ça. Je reviens plus, par contre, sur la partie, comme tu dis, souveraineté. C'est moi vraiment une question aujourd'hui qui est problématique. Et c'est là où aujourd'hui je fais beaucoup d'accompagnement. Je reviens sur la notion de data gouvernance. Alors, il y a plein de livres qui vont recommander des choses, en fait, outils d'entreprises, associations ou systèmes étatiques. Je pense notamment à l'ANSSI, en fait, ou des revues pour l'ENISA sur la partie cloud qui commencent à s'intéresser notamment au risque de l'IA. C'est de se dire qu'en effet, en fait, on a cette réflexion sur la logique souveraine. Et là aujourd'hui, en fait, et c'est là où j'insisterai, c'est qu'il y a en fait aujourd'hui une profusion de lois qui existent un peu partout, avec des réglementations qui sont parfois totalement contradictoires. Je ne parlerai pas du Patriot Act, enfin voilà, Cloud Act, etc., qui peuvent amener des problématiques tierces sur le fait d'avoir des données qui peuvent être exploitées par des pays. Et d'avoir vraiment une réflexion, comme tu disais à l'instant, là-dessus. Donc aujourd'hui, je resterai sur la notion d'hébergement, en l'occurrence, parce que c'est aussi ça qui est important. C'est pas parce qu'on a des données qui sont hébergées sur un système, en l'occurrence peut-être souverain, français, européen, à minima, enfin, soyons à minima sur cet aspect-là, qu'on ne va pas avoir des outils qui, à un moment donné, vont interpréter et extrapoler des informations cachées des informations qu'on a. Je m'explique. On a une faille. On ne va pas forcément voir la faille qui va être faite parce que l'outil va utiliser à distance des extracts qui vont récupérer. On peut se dire qu'on est protégé. Pour autant, il est possible à un moment donné que l'agrégation d'informations liste la potentialité justement de problématiques que peut avoir votre SI. Donc, je reviens juste sur un système. A fortiori, l'actualité parle d'elle-même avec tout cet aspect un petit peu compliqué du monde dit VUCA dans lequel on est, incertain, changeant, ambigu, etc. C'est le fait de se dire, on est dans une logique où si on veut protéger notre système, sous-entendu soutenir le développement de l'entreprise et le rendre robuste, certains diraient ça, ou résilient, fragile, etc. C'est vraiment d'avoir cette espèce de réflexion qui soit, quelles sont une fois de plus mes données, comment réfléchir à un système d'IA qui peut me permettre justement de protéger, en l'occurrence, les informations qui sont à disposition, qui sont une fois de plus la valeur de mon entreprise. Et pour terminer sur l'outil en fait va suivre naturellement ce cheminement de pensée une fois qu'on est parti sur une base centrale, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment cette notion de data gouvernance. Donc dès lors qu'on a mis ça en place, qu'on a un système qui n'est pas opaque, je reviens aussi sur ce que tu disais, qui est en fait visible, qu'on sache la pondération, comment est-ce que les informations ont été faites, ça devient beaucoup plus facile d'arriver à comprendre et appréhender le traitement de l'IA. Oui. Donc, il ne faut pas laisser l'IA travailler seule, il faut vraiment qu'elle soit traçable et que l'on comprenne comment elle prend ses décisions. Jamais de la vie. Voilà, Et c'est absolument. encore plus vrai en cyber, Isabelle. De toute façon, oui. Alors, en parenthèse, pour finir là-dessus, on va avant la conclusion, mais enfin, rien en cyber ne permet justement une autonomie totale des systèmes. Même si des fois il y a des réponses très bien, il faut toujours avoir un minima, un analyste ou en tout cas quelqu'un qui a les compétences requises pour comprendre et appréhender ce qu'il y a à l'intérieur. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. Donc, l'IA peut vraiment aider, mais il faut qu'elle soit bien choisie, bien entraînée et bien encadrée par des humains. Est-ce que vous voulez ajouter, Yanis, un mot de Peut-être conclusion, Frédéric? rapidement, en fait, mais ça c'est juste Vas-y, pour Yanis. retirer une problématique rapide, c'est considérer qu'il y a une sorte de novlangue autour de l'IA. On parle d'intelligence dite artificielle, donc l'outil dit comme intelligent. Voilà, ça c'est ce qu'on entend partout, il va nous remplacer, etc. Non, l'outil en fait a bien une capacité de traitement éminemment supérieure aux nôtres pour des tâches données. Mais en l'occurrence, en fait, ce qui est très important et compliqué pour une machine, c'est d'arriver à contextualiser une attaque, de comprendre justement l'aspect de lien au réel, j'ai envie de dire. Donc, si on se retrouve dans un système qui est fermé sur lui-même, c'est-à-dire en fait à l'environnement d'un SI, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut parler de logiciel d'intelligence, etc., d'aller chercher des informations tierces qui sont sur du darknet, etc. Et ça, si on n'a pas une fois de plus cette vue globale, en l'occurrence, c'est quelque chose qui amène en fait à potentiellement quelque chose de catastrophique pour la sécurité. Donc revenons là-dedans, l'histoire du bastion, une fois de plus, de la manière dont on va se surprotéger à l'extérieur. Tout le monde sait que la sécurité, le gros problème aujourd'hui, c'est l'humain qui va faire une erreur, qui va cliquer sur le lien qui ne va pas, etc. Et ça, en fait, l'IA peut vous aider à vous en prémunir. Parce qu'on ne peut pas à un moment donné suivre l'entièreté en fait, des gens. Donc dans une entreprise type startup de 10-15 personnes, ça va encore. Mais si on bosse dans des grands comptes où il y a 172, 180 000 salariés qui sont en possibilité de faire des erreurs, c'est là où en fait où malheureusement on est obligé d'avoir un outil, une fois de plus, d'aide à la décision, de soutien pour éviter justement voilà, d'avoir en fait des problématiques de faille qui émergeraient de mauvais comportements, de mauvaises pratiques ou en tout cas d'une mauvaise vue de comment est-ce qu'on doit construire l'architecture de son SI. Absolument Très bien. d'accord. Moi, je compléterais
le sujet par rapport justement à l'humain, puisqu'on parle de l'IA, mais l'IA est indissociable au niveau de l'humain. L'IA, je te reprends, ne prend pas de décision, c'est juste des éléments statistiques qui sont affichés. Donc, c'est pas quelque chose qui réfléchit à date, hein. C'est juste des stats qui sont mises en forme. Et justement, par rapport à l'IA et justement aux aspects humains, il y a quelque chose aussi qui n'est pas forcément compris par bon nombre de sociétés. C'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, si vous mettez un système de détection à base d'IA avec un petit peu d'humain, ce qu'il faut améliorer, c'est aussi ses défenses au niveau configuration. Et donc, c'est hyper important. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être juste évoquer tout à l'heure. Mais c'est hyper important par rapport justement à cet aspect d'humain. C'est d'avoir des personnes, des analystes qui vont vous donner des éléments, en fin de compte, d'amélioration au niveau de vos politiques. Et ça, l'IA vous le donnera jamais contextuellement. Donc, c'est par exemple quand vous avez des accès qui sont mal comment dire, ordonnancés au niveau de votre firewall, et ben, l'analyste va vous aider à justement améliorer votre politique au niveau du firewall, améliorer la configuration de votre Active Directory, de votre Entra ID, etc., etc. Et ça, c'est pas l'IA qui va vous le faire, c'est vraiment de la gouvernance et de l'humain avec de l'expertise qui va vous accompagner. Et donc, les deux sont vraiment indissociables si on veut s'améliorer. Voilà, c'est Tout ma à fait. conclusion, Isabelle. Et juste en mot de conclusion, mais je rebondis dessus, en Parfait. reprécisant ce qu'on a dit en entrée, après j'arrête dessus, mais c'est de se dire qu'en face de nous, on a des gens qui vont justement eux aussi faire de l'amélioration avec de la scénario de plus en plus développé, exotique, dans lequel on n'arrivera pas forcément à appréhender ça. Et à un moment donné, des outils qui sont finalement des outils, je qualifierais de classiques, ne peuvent pas se prémunir d'une attaque parce qu'en face, il y a justement des outils qui utilisent une fois de plus, des systèmes de scénarios poussés avec des changements de trame, des évolutions Le d'attaque, RIB, des DOS qui enfin, peuvent être mélangés. l'attaque au FORIB que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, L'attaque par au FORIB, exemple. Donc c'est ça, c'est l'exemple. voilà. C'est ça. Alors, Donc en conclusion, et voilà, je parfait. termine dessus, c'est vraiment le fait de se dire, on est malheureusement aujourd'hui obligé de se prémunir, et donc on ne peut pas le faire sans les outils au moins adaptés en face. Alors, on va passer aux questions et réponses. Et on serait très, très heureux de vous entendre et de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Ah, on a une question très intéressante. La véritable difficulté reste d'encadrer les usages. Une charte ne fait pas tout, même si elle est nécessaire. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Là, c'est plutôt sur les aspects métiers. Enfin, je pense que vous voulez intervenir plus métier au niveau business. Mais c'est déjà un premier c'est déjà un premier élément pour le coup, parce que ça permet d'aller vers les métiers. C'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à cette charte, d'aller vers les métiers par rapport à des besoins d'IA, et donc ils peuvent s'exprimer sur leurs besoins d'IA. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont faire ça un petit peu de manière cachée. On le sait tous pourquoi. Et c'est d'ouvrir les sujets avec des mécanismes qui peuvent permettre un contrôle, comme le disait Yanis tout à l'heure, un contrôle des données qui sont envoyées dans les services d'IA qui peuvent être souscrits. Nous, aujourd'hui, on nous demande de bloquer certains accès à certains prestataires, ChatGPT entre autres, DeepSeek, etc., parce que justement, les directions générales ont peur de l'exfiltration de données dans des services qui ne sont pas du tout sécurisés. Voilà. Alors, je suis d'accord, mais là, c'est la limite de la bienséance humaine. Enfin, on ne va pas rentrer dans un débat éthique profond dessus, mais grâce à certains outils téléphoniques d'OCRisation, on peut arriver à prendre une information sensible sans passer sur son ordinateur et par un asset personnel. Et là, justement, c'est une problématique que j'ai eu récemment dans une entreprise où quelqu'un considérait que il le faisait dans la bonne perspective, parce que ça faisait énormément gagner de temps à l'entreprise, donc finalement on était plus productif, et c'était pas vraiment de la malintention, c'est vraiment enfin voilà, c'était, oui c'est ça, c'est peut-être plus à la limite de la malintention que la malveillance, avec quelqu'un qui voulait rendre ça. Et donc en fait une charte utilisateur, ça sert pas à grand chose, en tout cas de signer un papier. Par contre, ce que je force maintenant et conseille, c'est d'amener les gens vers une culture, alors déjà cyber. Il y a de très bons trucs, comme par exemple Secnum Academy, qui fait une petite formation assez sympa pour ses salariés, je trouve. Et dans un deuxième temps, en fait, alors aller plus loin évidemment avec un coach en cyber ou en tout cas un analyste ou un expert qui peut expliquer différentes choses, mais surtout sensibiliser et former les gens. Et c'est là où, une fois de plus, on arrive à retirer une grosse partie des sous-problématiques qu'il y a, sachant que l'IA, une fois de plus, c'est juste un outil. Et si les gens, en fait, diffusent des informations dites sensibles, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ou des actifs informationnels importants de l'entreprise, c'est pas des fois malveillant, c'est juste que la plupart des fois, ils ne savent pas que ça en est, en fait.
C'est pour ça que pour le premier point, la charte informatique, intégrer ça dans la charte informatique, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, puisque c'est un nouvel usage. Et quand je disais bloquer, hein, aujourd'hui, on arrive à trouver des principes avec des solutions, là je parle technique, hein, du CASB par exemple. Donc on va traiter la sémantique de la donnée. On est en mesure, en fin de compte, de bloquer certains envois de données au service d'IA externe pour justement éviter d'avoir un blocage. Je te rejoins sur le blocage, hein. Le blocage n'est pas une solution. Le blocage total n'est pas une solution. Donc il faut encadrer les usages, et on peut encadrer les usages à travers de la sensibilisation, mais aussi à travers des mécanismes de contrôle de la donnée, pour le coup. Bien sûr, tout à fait. Ah, Jean-Philippe, vous voulez... Oui, il disait le blocage est de toute façon impossible. Je suis d'accord avec l'affirmation, hein. Le blocage est pas, comment dire, est pas possible. On peut toujours exfiltrer de la donnée sur son informatique personnelle, hein, donc du mobile ou même du chez soi, et on peut toujours le faire. C'est pour ça que l'encadrement, la sensibilisation, c'est ce qui a aujourd'hui pour moi, c'est ce qui fonctionne. Voilà. Eh bien, d'accord. Pardon, j'allais dire la petite règle aussi pour taper sur le bout des doigts, des fois ça marche. Alors, il y avait une autre question. Quels sont les sujets des prochains webinaires que l'on va traiter? Alors, je pense qu'on va échanger avec des entreprises, des expériences clients, et puis aussi rester sur la présentation de sujets d'actualité. C'est très important pour nous. L'IA est un sujet d'actualité. Il y aura d'autres sujets d'actualité que l'on traitera au fur et à mesure des webinaires. Et on ne manquera pas de vous en faire part et pour que vous puissiez y assister si cela vous intéresse. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Et surtout, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. On sera très heureux de continuer cette conversation. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.